Bonjour et bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, on va parler de Renault. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec Renault? Quelle est la suite? Quel est l'avenir de cette grande marque aux losanges qui porte une grande partie de l'histoire automobile française? On va en parler avec deux excellents spécialistes. Patrick Pellata, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ex numéro 2 de Renault et consultant. Bernard Julien, bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'Université de Bordeaux, spécialiste bien sûr de l'automobile. Nous étions... Vous me le disiez, le 19 novembre de l'année dernière, quand a éclaté l'affaire Carlos Ghosn. Depuis, il y a eu différents épisodes avec un feuilleton haut en couleur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de Renault, Patrick Pellata ? Alors, je pense qu'on a eu droit à une crise double de gouvernance chez Nissan et chez Renault. Je pense que chez Nissan, ils sont en train de la résoudre. Le CEO a dû démissionner après un conseil d'administration un peu chaud, et d'ailleurs à la demande d'un comité de nomination qu'il avait lui-même mis en place. Donc quelque part la gouvernance commence à fonctionner chez Nissan. Par contre, ils ont des pertes encore importantes qui sont un peu les conséquences de la politique que Carlos Ghosn leur avait imposée de chasse au volume. Ils ont un plan. Est-ce que c'est un plan suffisant? Ça, on verra ça dans quelques mois. Du côté de chez Renault, il n'y a pas eu beaucoup de changements de ce côté-là. Il y a un nouveau membre du conseil d'administration. Du côté de l'équipe dirigeante, il y a surtout eu des départs vers Peugeot Citroën, avec un départ qui, je crois, le dernier est vraiment symbolique et fait énormément de dégâts à l'intérieur de l'entreprise. C'est le départ d'Arnaud Deboeuf. Arnaud Deboeuf, pour tous les gens de Renault, c'est un ingénieur modèle qui a dirigé, après Gérard de Tourbet, le programme des voitures les plus rentables de Renault, Dacia en France, mais qui sont l'essentiel des ventes de Renault à l'international. Il a géré de façon très détaillée les projets de Renault et de Nissan, de l'Alliance, donc il connaît tout ça très bien, et il se fait virer. Il faut appeler les choses par leur nom. Évidemment, Carlos Tavares connaît la valeur de cet ingénieur, de ce grand ingénieur, et il l'a immédiatement récupéré. Et donc ça a fait ça, je pense, beaucoup de dégâts en interne, même si c'est le 10e ou le 15e ou le 20e qui quitte Renault pour aller chez PSA. Je pense que c'est le plus symbolique, sans doute, et celui qui a fait le plus de dégâts sur le moral interne. Mais alors faisons l'état des lieux, parce qu'en matière de produits, en tout cas, Renault aujourd'hui, c'est le défenseur, le créateur, l'accélérateur, l'accompagnateur des voitures électriques. La Zoé est, je crois, la voiture électrique la plus vendue en Europe, sauf si vous me contredites. La Tesla Model 3. C'est la Tesla Model 3 maintenant, voilà, on se fait dépasser par les Américains. En tout cas, ça a été très très longtemps la voiture la plus vendue, aussi parce qu'elle est quand même beaucoup moins chère que la Tesla Model 3 et qui a des chiffres, des volumes en Norvège évidemment qui viennent fausser le tout. Voilà, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et puis on a une gamme qui est là, qui est pas de toute première jeunesse. Comment ça va se dérouler dans le futur, Bernard Julien? Comment est-ce que vous voyez les choses? Si vous voulez, le problème que nous évoquions à l'instant, à la fois de la gouvernance et puis du départ d'un centre de cadre, signifie que on a un certain nombre de projets qui sont à l'arrêt, et que la capacité à renouveler le plan produit, à avancer sur l'électrique par exemple, eh bien elle est obérée en large partie par cette espèce d'obligation dans laquelle chacun est de préserver ses arrières, de jouer dans une cour qui n'est plus sûre du tout, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc je suis très d'accord pour dire que le départ de quelqu'un comme Arnaud Deboeuf indique que les gens ont l'impression chez Renault de ne plus pouvoir travailler sur leur dossier, parce qu'il faut se préoccuper en permanence d'autre chose que le travail, quoi, d'une certaine manière. Et les gens attendent des nouvelles voitures. Enfin, il y a eu la nouvelle Clio, mais enfin bon, le dossier remonte à... C'était déjà préparé depuis très longtemps. Après, c'est vrai qu'il y avait un plan 2022, si je ne me trompe, qui était relativement ambitieux chez Nissan comme chez Renault, et puis qu'on sent bien que ça va être compliqué. Avec de l'hybridation. Et que, pour l'instant, comme le management paraît très occupé à ces histoires de bagarres internes, à gérer les départs ou à faire en sorte que les gens partent, eh bien, on ne nous dit pas ce qui va
ou non être fait pour que le plan 2022 en 2020 devienne consistant ou qu'on l'abandonne tout simplement, quoi. Et donc, si vous voulez, cette espèce de déshérence qu'on a à la tête de Renault nous indique que même le plan produit paraît un petit peu compliqué. Alors c'est vrai que lors de la présentation des résultats semestriels, on a entendu Bolloré dire la Clio 5 ça va être merveilleux et tout ce qu'on voit dans les chiffres ça va cesser d'être vrai parce qu'il y aura la Clio 5. Évidemment, c'est un petit peu court par rapport aux difficultés qu'on sent poindre et par rapport à la question que vous posiez, qui est la question de l'électrique. C'est vrai qu'il y avait une vraie avance qui avait été constituée grâce à mon condisciple en partie. Et puis, on se demande si cette avance-là, elle est en train d'être gérée pour perdurer, ou bien est-ce que l'audace d'un certain nombre de concurrents, dont le français PSA qui lance des produits, et puis dont évidemment Volkswagen qui semble développer des ambitions extrêmes, est-ce qu'il y a en magasin chez Renault aujourd'hui de quoi contrer Volkswagen ces qui offensives? renaît des cendres après le Dieselgate avec la présentation d'une voiture totalement électrique qui en annonce d'autres. L'Alliance, on en est où? On peut encore parler d'Alliance? Je pense qu'il y a toujours les projets qui étaient lancés continuent de se développer, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas des équipes qui développent des plateformes communes, etc. Mais par contre, à ma connaissance, il n'y a plus rien de nouveau. Et ça fait maintenant 10 mois que les choses sont à l'arrêt. Plusieurs personnes me disaient qu'ils n'ont pas vu depuis l'arrestation de Carlos Ghosn, ils n'ont pas vu leur homologue de Nissan. Alors, vous avez l'habitude de les voir régulièrement, d'être au téléphone, de se visiter, etc. Il n'y a plus de voyages entre Nissan et Renault, et donc on a l'impression que ces choses sont à l'arrêt. C'est bizarre d'ailleurs parce que le ministre de l'économie Bruno Le Maire et le président de la République n'arrêtent pas de répéter il faut renforcer l'alliance avec Renault. Et sur le terrain, il ne se passe rien. Et pire que ça, des personnes qui sont aussi importantes pour l'Alliance que Arnaud Deboeuf, on le met dehors, quoi. Ouais. Donc on a presque l'impression qu'il y a un sabotage. Enfin, on est quand il se passe rien. Alors, est-ce qu'il y a la même chose côté Nissan? C'est pas impossible non plus. L'acrimonie entre les deux entreprises. C'est effarant, pardonnez-moi, moi qui suis beaucoup plus novice que vous sur cette matière-là, mais c'est effarant de déconstruire parce que Carlos Ghosn, qui est l'initiateur de l'Alliance, a été arrêté. On a l'impression qu'il est fautif d'avoir construit l'Alliance. Je pense qu'il est l'histoire jugera ces choses-là, mais je pense qu'il a des responsabilités dans le fait que il a laissé se mettre en place autour de lui une cour, probablement plus côté Renault que côté Nissan, qui avait quand même un CEO indépendant, et que il a laissé faire petit à petit des mauvais fonctionnements entre les deux équipes qui ont créé de l'acrimonie, qui ont finalement créé par des tentations de rejet et l'arrestation. Et les suites de l'arrestation, Renault niant le fait qu'il y avait une culpabilité de Carlos Ghosn pendant quand même presque 3 mois. Tout ça a vraiment accumulé des frustrations qui s'ajoutaient aux frustrations, aux difficultés de fonctionner ensemble. Et donc, quand ensuite, officiellement, les dirigeants se sont opposés avec la tentative forcée de fusion, ensuite la proposition d'alliance, enfin de fusion avec Fiat, qui n'a même pas été discutée avec les gens de Nissan, si vous voulez, tout ça, ça commence à faire beaucoup de choses. S'il n'y a pas une impulsion extrêmement forte avec des gens qui sont crédibles, c'est-à-dire que les Japonais peuvent croire du côté de Renault et que les Français peuvent croire du côté de Nissan, il n'y a pas de réciprocité. Le mouvement va pas repartir, quoi. Moi, j'ai vécu les débuts de l'Alliance. Il y avait l'urgence côté Nissan, ça aidait, mais c'était quand même pas facile. Tous les jours, il fallait convaincre des gens qui disaient bon, est-ce que c'est nécessaire, etc. La parabole, c'est le vélo, si vous voulez. Hein. Si cette alliance-là, qui est si difficile à tenir debout, n'avance pas avec des projets, si les équipes ne sont pas contraintes à travailler ensemble, alors les choses se délitent.
vite et petit à petit, cette espèce de réalité devient une fiction, quoi, hein. Et c'est ce qui semble se passer depuis maintenant 6 mois, parce que à chaque fois qu'il a été dit « nous relançons l'Alliance », que ce soit du côté de Bruno Le Maire ou du côté de l'actuel président, eh bien, c'est l'inverse qui semble avoir été fait, d'une certaine manière. Hein, donc, le président arrive en disant nous allons restaurer l'Alliance, et il s'empresse d'aller faire cette espèce de fusion qu'il avait dit qu'il ne voulait plus faire, et puis ensuite il y a l'affaire FCA, et donc tout ceci crée un passif là où c'était déjà compliqué, quoi. Cette affaire FCA, venons-y, parce que, donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Bruno Le Maire qui nous a dit tout ça a été fait à la hâte, on va quand même pas faire les choses à la hâte, c'est pas parce que les Italiens sont là et nous mettent le pistolet sur la tempe qu'on va tout de suite signer des documents. Vrai, faux, c'est vraiment, il y a eu un couac au niveau politique Non, je pense que si on fait l'historique, d'abord, Fiat Chrysler discutait avec PSA. Peugeot Citroën. Et ils ont travaillé, je dirais, de façon tout à fait habituelle dans l'industrie automobile pour regarder ensemble quelle synergie on peut faire, avec quelles ressources, dans quel délai, etc. etc. Et ensuite, manifestement, et ça s'est passé entre les deux CEO, c'est-à-dire Mike Manley, le CEO de FCA, et Carlos Tavares de l'autre côté. Ensuite, John Elkann a pris position manifestement, puisque c'était quand même PSA qui prenait le contrôle de FCA à ce moment-là. Voilà. Et ça, Elkann n'en voulait pas. Et ça, Elkann, c'est pas qu'il en voulait pas, c'est que je pense il s'est dit mais peut-être que je peux faire mieux avec Renault. Ouais, bon. Et là, c'est lui qui a mis sur la table les 5 milliards, ce qui est beaucoup plus que ce qu'ils avaient trouvé avec PSA, ce qui est quelque part pas normal. Et ça a été cascadé à l'intérieur de Renault avec un cabinet de consultants, le BCG, avec des gens qui ne sont pas des opérationnels de l'automobile. Et donc, il s'est vite posé des questions là-dessus. Ensuite, les gens ont posé des questions, mais pourquoi on donne les clés de Renault à FCA? Et puis après, l'énorme question, c'était mais pourquoi Nissan n'est pas au courant? Pourquoi il n'a pas été mis dans le coup? Donc la seule chose qu'a dit le gouvernement français au travers de Bruno Le Maire et du représentant de l'État au Conseil, c'était ça va trop vite. C'est ça. Et là, Elkann s'arrête. Il dit non, stop le deal. Donc moi, ma conclusion, elle est très claire. Je ne suis pas le seul à avoir cette conclusion. Il a tenté un raid. Ouais. Il a tenté un raid, et quand il a vu que ça durait, que les gens allaient réfléchir et tout, le raid, il est plus pareil. Donc maintenant, il a retiré son offre. Et est-ce qu'il est revenu vers PSA? Des rumeurs disent qu'ils ont recommencé à discuter, mais je n'en sais rien. Et ce que je sais par contre, c'est qu'il y a toujours des gens chez Renault qui travaillent là-dessus, malgré toutes les dénégations qu'on a entendues dans la presse, qu'ils essaient de mettre Nissan dans le coup, quitte à donner à Nissan, c'est en tout cas ce que... Mais qu'est-ce qu'il aurait eu à gagner, John Elkann, avec Renault? John Elkann, je pense qu'il y a des journalistes qui l'ont clairement écrit. L'électrification. FCA n'a pas le choix. Ils n'ont pas fait de dépenses pour le futur. Ils n'ont pas de plateforme véhicule électrique. Ils n'ont pas travaillé sur le véhicule autonome. Alors qu'ils annoncent la Fiat 500 électrique pour demain, enfin pour l'année prochaine. Ils viennent de la retirer des États-Unis, par exemple. Donc voilà. Je rappelle que Marc Yonnet disait, moi, des Fiat 500 électriques, j'essaie d'en vendre le moins possible parce qu'elles me coûtent tellement cher à chaque fois. Donc c'est toujours possible de mettre au catalogue un véhicule électrique. Toute la question est de savoir dans quelles conditions économiques vous les faites, et puis si elle va avoir une chance de réussir commercialement, quoi. Donc, moi je suis très d'accord pour dire que FCA a un besoin absolu, étant donné ce qui est en train de se passer sur le plan réglementaire, de trouver un allié, et que, a priori, trouver un allié, étant donné le déficit de techno dans lequel ils sont, ça veut dire se faire racheter, et puis que là, ils ont... Elkann a tenté un coup, il disait, au lieu de se faire racheter, ce qui était notre trajectoire pratiquement évidente, si on peut faire une alliance entre égaux, ce serait quand même sacrément mieux. Et donc, il tente le coup, et puis, il y a une espèce de retour à la raison qui s'est opéré, et qui fait qu'aujourd'hui il va falloir qu'ils trouvent quelqu'un pour les racheter ou les épauler. Ce dossier-là, Renault FCA, c'est mort, c'est terminé?
Moi, je pense qu'il y a toujours des gens qui travaillent. J'entends qu'il y a toujours des gens qui travaillent sur le sujet, et ça, pour moi, c'est inquiétant parce que c'est pas. Je pense que c'est opérationnellement pas faisable. Ouais. Et je pense, comme le disent le président de la République et Bruno Le Maire, qu'il faut d'abord s'occuper de refaire les choses avec Nissan. Oui. Nissan a un grand potentiel technologique. Il est implanté sous tous les marchés du monde. C'est pas du tout le cas de FCA, qui est un nain en Chine, qui est pas en Russie, etc. Et donc il faut rabibocher cette alliance, et il faut faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe et qu'on ne soit pas seulement dans le discours, mais qu'on passe aux actes concrets sur ce sujet. Si vous voulez, c'est toute la différence qu'il y a entre un vrai dossier, celui qui est depuis 20 ans en cours de travail avec Nissan, qui évidemment qui a le grand désavantage d'être un dossier expérimenté, donc on en sait les difficultés, etc. Mais on sait aussi, comme le disait Patrick Pellata, qu'il y a la Chine, qu'il y a les États-Unis, que c'est du réel, qu'il y a quand même des travaux qui ont été conduits en commun, etc. Donc ça a beau être compliqué, il y a beau avoir eu cette affaire Ghosn, etc. Ça reste une réalité. FCA, par rapport à ça a l'avantage de la virginité. C'est-à-dire qu'on peut délirer à l'envie sur le potentiel, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, tant qu'on ne l'a pas exploité, ça paraît extrêmement séduisant. Hein, c'est un petit peu une espèce de donjuanisme du business, si vous voulez. Tant que ce n'est pas consommé, une affaire, une relation, ça paraît infiniment plus séduisant que quand il s'agit de vivre avec. Quoi. Il y a encore un autre constructeur qu'on va voir tomber du chapeau, là, tout d'un coup. Là, je sais pas, on sait que Renault a des accords avec Daimler. Est-ce qu'il y a un rapprochement de ce côté-là ? Est-ce qu'il va encore y avoir une... On a eu l'affaire Renault-Nissan, on a eu le dossier plus ou moins raté Renault-Fiat. Est-ce que maintenant on va nous dire, tiens, il y a, je sais pas, moi j'invente complètement BMW, quoi. Je pense qu'il y a des rapprochements en ce moment. Par exemple, BMW et Daimler se sont mis ensemble sur le véhicule autonome, sur les nouvelles mobilités. Donc il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Je pense que le seul aujourd'hui qui est complètement déstabilisé, c'est Fiat Chrysler, FCA. C'est-à-dire PSA est profitable, ils sont très régionaux, donc il faut qu'ils fassent autre chose. C'est pour ça que pour eux, FCA était intéressant. Renault et Nissan ensemble couvrent tous les pays du monde, à peu près toutes les technologies, toutes les gammes. Oui. Donc c'est y compris les pick-up, les camions, les tout à fait. Donc c'est un très bel ensemble. Volkswagen, ils ont manifestement maintenant décidé de se rétrécir un petit peu, mais de se concentrer sur les nouvelles technologies, véhicules électriques, véhicules autonomes, nouvelles mobilités, où ils sont très actifs sur les trois et ils dépensent beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Donc là, je dirais que la crise chez Volkswagen, elle a produit des effets extrêmement positifs à la fin. C'est une entreprise aujourd'hui qui est parmi les plus dynamiques dans l'automobile. Parmi les plus conservatrices avant et qui devient parmi les plus offensives sur les trois terrains. Ils ont fait tomber des tabous, ils ont changé une grande partie de leur direction générale. Ils ont fait le ménage, hein. on a appelons un chat un chat. Voilà. C'est un peu le jour et la nuit. Après, il y a ce qui se passe du côté des Chinois, du côté de Tata, où les choses sont pas complètement stabilisées. Donc là, ça peut bouger un peu. Je vois pas General Motors bouger. Ils sont solides dans leur botte. Vous avez vu Volkswagen. Ils ont eu déjà il y a 10 ans des soubresauts. Mais là, ils sont vraiment solides et ils investissent lourdement dans toutes ces. Et ils restent Ford, mais Ford et Volkswagen ont décidé de faire beaucoup de choses ensemble, justement sur le véhicule électrique et sur les véhicules utilitaires au passage et sur le véhicule autonome et les nouvelles mobilités. Donc en conclusion, pour l'instant, Renault, la priorité c'est Nissan. Enfin, je pense que moi et l'Alliance. Je pense que si on peut encore parler d'Alliance. Je pense que l'État, je pense à la présidence, au ministère de l'économie et au Premier ministre, ils ont un peu flotté peut-être sur la question de savoir si Sénart avait raison ou tort de vouloir aller vers FCA, etc. Je pense que depuis 3-4 mois maintenant, l'injonction est quand même relativement claire, et même si Jean-Dominique Sénart pouvait avoir envie d'avoir raison, je pense qu'aujourd'hui, face à son actionnaire de référence, il a plutôt tort et qu'il est un peu conduit à s'y tenir d'une certaine manière. Donc là, c'est vrai qu'il y a sans doute des travaux encore sur les synergies potentielles. Ça démissionne, c'est ça, on peut appliquer ça à Jean-Dominique Sénart.
Ça, je sais pas. Ce qui serait bien, c'est que on passe aux actes sur le raccommodage de l'Alliance, quoi. Ça c'est vraiment important. La question qui se pose effectivement est celle de savoir si Jean-Dominique Sénard, étant donné les casseroles Nissan qu'il traîne, il est en position de réanimer cette alliance qui est aujourd'hui non pas moribonde mais fragilisée. Vous voyez que le sujet est sur la table. Merci beaucoup Bernard Julien. Merci à vous Patrick Pelletta d'avoir été avec nous dans Mobility TV.